Cours C4 028, une agriculture raisonnée pour préserver les écosystèmes. Les écosystèmes répondent au changement climatique. Par exemple, la biodiversité microbienne d'un sol cultivé et d'un sol non cultivé n'est pas la même. L'agriculture présentant un effet sur cette biodiversité. Des pratiques raisonnées, respectueuses des écosystèmes, peuvent changer la donne et ainsi protéger l'environnement et la santé. Alors, on rappelle que l'agriculture raisonnée, c'est une agriculture qui va prendre en compte la protection de l'environnement et également la protection de la santé. On se propose de résoudre le problème suivant: comment l'agriculture raisonnée peut-elle préserver les écosystèmes? Alors, on rappelle que écosystème s'oppose à agrosystème. Globalement, les écosystèmes, c'est tout ce qui est naturel, et les agrosystèmes, c'est ce que l'homme a créé, comme par exemple un champ de maïs. Alors, nous allons avoir un certain nombre de documents qui vont nous permettre de justifier l'intérêt d'étudier la réponse des écosystèmes au changement climatique, puis de comparer la biodiversité microbienne d'un sol cultivé à celle d'un sol non cultivé. Nous pourrons alors en déduire l'effet de l'agriculture sur cette biodiversité. Enfin, il faudra indiquer pour chaque pratique qui va être présentée, en fait, en quoi elle est respectueuse des écosystèmes. Donc, nous verrons, nous allons étudier donc une pratique un peu spéciale qui va nous permettre de respecter en fait ces écosystèmes naturels, mais aussi de permettre à ces agrosystèmes de se rapprocher le plus possible d'une biodiversité qui pourrait éventuellement s'approcher de celle des écosystèmes. Mais bon, c'est un peu de l'utopie. Alors, nous allons commencer par étudier les documents. Alors, un premier document nous montre la réponse d'un écosystème au climat du futur. Donc, on voit deux images sur lesquelles il y a une espèce de grande serre. Dans cette serre, il y a des cultures, et puis on voit deux hommes donc qui s'occupent des cultures. Bon, on ne sait pas ce qu'ils font, mais on suppose qu'ils font en sorte que les plantes poussent au mieux. Et dans une deuxième image, on voit pareil des hommes bon, qui ont mis des cultures, donc qui ont fait des cultures et puis qui prélèvent des cultures, donc des échantillons de cultures pour voir un petit peu comment l'étude de certains paramètres physiques vont agir sur ces cultures. Donc ça veut dire en fait des échantillons de prairies sont prélevés et on les met dans des espèces de grandes boîtes hermétiques évidemment, et l'installation va permettre de maîtriser certains paramètres physiques. Alors les paramètres physiques sont par exemple la température, l'humidité, la pression, etc. Ainsi donc on va pouvoir observer la réponse de l'écosystème au changement climatique simulé et la réponse aussi également, la réponse ou pas réponse, mais en tout cas comment l'agrosystème en fait s'en sort selon qu'il y a tel ou tel type de paramètres physiques plus ou moins identiques à ceux des écosystèmes. Ensuite, dans un deuxième document, nous voyons une image montrant en microscopie électronique des bactéries. Des bactéries donc sont des micro-organismes et ce sont des bactéries en fait que l'on trouve dans le sol. Donc il y a une grande biodiversité microbienne dans le sol en fait, et il n'y a pas que des bactéries, parce qu'on voit également des espèces de filaments. Ce sont des filaments de mycélium, c'est-à-dire des champignons. Et si on regarde si on étudie ce qui se passe dans 1 gramme de sol, on s'aperçoit qu'il y a 1 à 3 mètres, voire plus, de ce mycélium. Donc, mycélium, c'est un ensemble de filaments produits par les champignons dans le sol. Donc, il y a 1 à 3 mètres, voire plus. Et des espèces de petits vers, alors ce ne sont pas des vers de terre, mais ce sont de petits vers ronds, donc qui sont plus ou moins cylindriques en fait,
et ronds, enfin qui sont cylindriques et ronds en même temps, il y en a environ 200 à 300. Alors, selon le type de sol, évidemment. Quant aux bactéries, on peut en avoir 1, 2, 3 milliards par gramme. Là, par exemple, on nous parle de 1 milliard. Donc, on voit que dans les sols, en fait, il doit y avoir une biodiversité importante. Alors, cette biodiversité, justement, elle peut être représentée par de l'ADN, sachant que dans les bactéries, il y a de l'ADN. Cet ADN, c'est une molécule que l'on étudiera dans d'autres cours, en fait, et que l'on appelle acide désoxyribonucléique, et qui constitue en quelque sorte un programme qui va permettre à la bactérie ou à tout être vivant qui possède de l'ADN, en fait, de se construire grâce justement à un espèce de codage que cet ADN va diffuser. Bon, bien sûr, nous n'en parlons pas dans ce cours. Alors, donc, on va dire une bactérie, un champignon, les vers, etc., donc possèdent de l'ADN, et en mesurant la quantité d'ADN dans le sol, on va pouvoir en déduire la quantité de ces micro-organismes qu'il y a, donc cette biodiversité microbienne du sol. Alors, par exemple, on nous représente 5 types de lieux où l'on peut avoir des cultures ou une végétation qui pousse de manière plus ou moins naturelle. C'est le cas, par exemple, alors, avant d'en parler, donc il faut dire qu'on mesure là la quantité d'ADN en fonction du type de sol. Alors, 5 types de sols: prairies, une forêt d'arbres feuillus. Feuillus, ça veut dire que ce sont des arbres à feuilles caduques, ça veut dire des feuilles qui tombent à l'automne, ce qui s'oppose au feuillage persistant qui, eux, sont conservés en hiver, comme par exemple les pins, les sapins, etc. Ensuite, il peut y avoir une monoculture, les vergers, les vignes. Alors, on voit que la quantité d'ADN dans la prairie, dans un gramme de sol, donc que l'on exprime en microgrammes, en fait, donc cette quantité d'ADN que l'on exprime en microgrammes, elle est de 11 microgrammes dans un gramme de sol de prairie. Et elle est de 9 microgrammes dans une forêt d'arbres feuillus. Donc ce sont les deux plus grandes valeurs. Ensuite, les trois autres types de cultures, en fait, la quantité d'ADN est respectivement pour monoculture, verger et vigne de 7, 6 et 5 microgrammes par gramme de sol. Donc là, on voit bien que la biodiversité est bien représentée dans les prairies, puisque c'est là où il y a le plus d'ADN, donc indirectement, c'est là où il y a le plus de bactéries, de mycélium et de vers, de petits vers ronds, puisqu'on parle de ces vers ronds ici, mais il n'y a pas que ça, en fait. Mais on fait la relation avec le document précédent. Ensuite, biodiversité importante également au niveau des forêts d'arbres feuillus. Et on voit que même s'il y a une biodiversité également dans les trois autres types de cultures, monoculture, par exemple une monoculture, c'est un champ de blé. Il n'y a qu'une espèce de végétal, c'est le blé. Dans un verger aussi, dans une vigne aussi. Donc dans ces trois types de cultures, il y a moins de biodiversité, mais il y en a quand même, bon, heureusement, mais il y en a un peu moins. Donc on voit que l'ADN est bien un indicateur, en fait, de biodiversité microbienne dans les sols. Et on voit bien que l'intérêt, donc que cette biodiversité est beaucoup plus importante dans les prairies et les forêts d'arbres feuillus. Ensuite, on nous présente une ferme qui va être, on va dire, autonome. Ça veut dire qu'elle se gère elle-même. Alors, en quoi est-ce que cette ferme est autonome? Alors déjà, parce qu'on verra qu'elle est connectée et qu'elle va préserver les cours d'eau alentour et son sol va rester propre, en fait. Alors, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que cette ferme soit autonome?
Alors on voit un champ de maïs et avec un panneau maïs protégé contre la pyrale. Alors la pyrale, c'est quoi? En fait, c'est un papillon. Et comme tous les papillons, il y a une chenille. Cette chenille, en fait, elle mange les tiges de maïs de l'intérieur. Donc évidemment, si les tiges de maïs sont mangées, les grains de maïs, enfin les épis de maïs, soit ne vont pas se former du tout, soit vont être trop petits, par exemple. Donc l'agriculteur, qui possède cette ferme autonome, va utiliser un insecte parasite de la pyrale, ce qui va permettre de lutter efficacement contre ce ravageur, et donc cet homme ne va pas utiliser de pesticides. Donc gros avantage, en ce sens, cette ferme est autonome. Ensuite, on voit sur ces bâtiments en fait une installation de panneaux solaires. Les panneaux solaires vont permettre de transformer l'énergie du soleil en électricité, et on voit bien, enfin on déduit en fait que cet agriculteur va être autonome de point de vue de l'énergie, car il utilise une énergie renouvelable. Alors il a dû bien sûr investir de l'argent au départ, mais ensuite ça lui permet de rester tout à fait autonome. Donc autonomie concernant la lutte, concernant donc son champ de maïs, donc une monoculture qui est protégée de la pyrale par un insecte ravageur de la pyrale, donc qui va détruire la pyrale, dont nous n'allons pas décrire le mode d'action aujourd'hui. Ensuite, deuxième type d'autonomie, c'est les panneaux solaires sur un bâtiment. Et troisième type d'autonomie, c'est que entre deux monocultures de cette ferme, en fait, il y a une bande herbeuse qui fait 5 à 6 mètres de large à peu près. Et cette bande herbeuse, en fait, c'est ce que l'on appelle un enherbage. Elle longe les champs et elle prélève les engrais qui vont être mis en excès. Donc, ce qui va limiter le ruissellement de ces engrais vers les cours d'eau. Donc, troisième cas d'autonomie, en fait, c'est que l'homme, en fait, il met entre des champs, il réserve entre des champs une bande herbeuse qui retient les engrais. Ensuite, quatrième chose, c'est qu'il y a dans le sol des capteurs. Donc, dans un champ, l'agriculteur met par-ci par-là des capteurs. Donc il enterre des capteurs et ces capteurs sont connectés à un réseau Internet, et ça peut, donc ce qui permet à distance de renseigner l'agriculteur sur la teneur des minéraux du sol. Donc à mesure que les plantes poussent, en fait, ces plantes prélèvent les substances minérales dans le sol. Donc il y a en quelque sorte un appauvrissement, et ce qui permet donc à l'agriculteur de pouvoir doser au mieux l'apport d'engrais sans mettre d'excès. Et même s'il y avait un excès, en fait, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une bande herbeuse qui permettait de retenir ces excès. Donc on voit que l'autonomie se fait à 4 niveaux. La lutte biologique contre un prédateur, par exemple contre la pyrale. Deuxième autonomie, ce sont les panneaux solaires qui permet à l'homme de produire sa propre électricité en utilisant les panneaux solaires. Troisième type d'autonomie, c'est que on crée une bande, donc on fait un enherbage qui permet de limiter, enfin de capter en fait l'excédent d'engrais, ce qui va éviter à cet engrais d'aller dans les ruisseaux alentours et donc de polluer ailleurs que dans la propriété de l'agriculteur. Et quatrième chose qui permet à cette ferme d'être autonome, c'est qu'il y a une surveillance de la quantité de substances minérales dans le sol, ce qui permet d'adapter au mieux la quantité d'engrais à apporter. Donc voilà pour l'étude des documents. Si on résume, on avait dans un premier document la réponse d'un écosystème au climat du futur, en étudiant les paramètres, des paramètres physiques.
et en permettant de les adapter au mieux au type de culture. Ensuite, on a vu qu'il y avait une grande biodiversité dans le sol et que cette biodiversité, elle est importante dans tout ce qui est plutôt écosystème et un peu moins importante dans ce qui est plutôt agrosystème. Ensuite, on a vu en quoi une ferme pouvait être autonome. Alors, sur 4 points: lutte biologique, les panneaux solaires, donc énergie renouvelable, l'enherbage et des capteurs qui étaient connectés sur Internet. Donc, nous pouvons proposer une correction par écrit. Comment l'agriculture raisonnée peut-elle préserver les écosystèmes? Donc, les élèves avaient des consignes. Il fallait justifier l'intérêt d'étudier la réponse des écosystèmes au changement climatique. Alors, une réponse simple, ce serait que les scientifiques peuvent tenter de trouver des solutions pour en limiter les effets, donc en travaillant notamment sur les paramètres physiques, tels que la température. Par exemple, il fallait également comparer la biodiversité microbienne d'un sol cultivé et d'un sol non cultivé, et en déduire l'effet de l'agriculture sur la biodiversité. Ou bien les sols cultivés ont une quantité d'ADN microbien inférieure au sol non cultivé. Donc l'agriculture semble donc diminuer la biodiversité microbienne des sols. Et ensuite, il fallait indiquer pour chaque pratique présentée en quoi elle est respectueuse des écosystèmes. Bien 4 points à noter, comme nous l'avons vu. La lutte biologique. Alors, en faisant une lutte biologique, ça permet de ne pas utiliser de pesticides qui sont, eux, dangereux pour les espèces des écosystèmes alentours et à plus grande échelle, ces pesticides peuvent se répartir ailleurs que dans la ferme et donc polluer différentes nappes phréatiques, par exemple. Ensuite, deuxième point, c'était la plantation en bande enherbée qui va limiter le ruissellement des engrais en excès, donc qui va retenir en quelque sorte ces engrais qui seraient éventuellement en excès. Mais on va voir que les capteurs permettent en fait d'ajuster la quantité d'engrais, donc ce qui évite cette quantité en excès. Donc cette pratique va donc permettre de limiter l'apport des engrais vers d'autres écosystèmes. Enfin, l'apport des engrais en excès, évidemment. Troisième point, on utilise des capteurs connectés qui permettent d'adapter précisément l'apport d'engrais selon les besoins. Donc on peut limiter l'apport de ces engrais vers les autres écosystèmes, mais on a pris une précaution en produisant un enherbage, donc au cas où l'agriculteur est protégé, lui, et protège son environnement. Et enfin, l'installation de panneaux solaires qui permet d'utiliser donc cette énergie renouvelable, et ce qui évite l'utilisation d'énergies non renouvelables telles le pétrole, le charbon, etc., qui sont eux responsables d'émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone par exemple, et qui est en relation avec le changement climatique et qui cause en fait un changement climatique. Donc au niveau des connaissances, nous avons vu qu'il y avait des interactions entre les activités humaines et l'environnement, et interaction être humain, biodiversité également. Donc à l'échelle d'un écosystème local, nous avons vu sa dynamique, et donc nous avons compris que l'homme peut devenir relativement autonome en produisant par exemple ce que l'on appelle des fermes autonomes. Le cours est terminé. Merci.